pendant 30 ans, mes parents m'ont dit, ta sœur est celle qui a réussi. Toi, tu es juste. Toi. Ils ont payé pour sa maison, sa voiture. Maintenant, ils ont 78 ans, ont besoin de soins à plein temps, et ils m'ont appelé parce que, la famille est de la famille. J'ai dit, avez-vous essayé d'appeler votre fille qui a réussi? Leur réponse m'a laissé sans voix. Le silence a duré 47 secondes. Je m'appelle Tori Young. J'ai 52 ans. Il y a 3 semaines, mon père de 78 ans m'a appelé en pleurant. La première fois de toute ma vie que je l'entendais pleurer. Il me suppliait de venir l'aider parce que, la famille est de la famille. Pendant 30 ans, j'ai été la fille invisible. Celle qui ne valait pas un fonds d'études. Celle qui a regardé ma sœur Victoria tout recevoir, la compte pour la maison, la voiture de luxe, le mariage de rêve, les prêts d'urgence sans fin. Mes parents l'appelaient leur histoire à succès. Ils m'appelaient juste Tori. Mais quand ils ont tous les deux eu besoin de soins à plein temps, quand le médecin a dit qu'ils ne pouvaient plus vivre seuls, ils n'ont pas appelé leur enfant en or. Ils m'ont appelé, moi. J'ai posé une seule question à mon père, avez-vous essayé d'appeler votre fille qui a réussi? Le silence a duré 47 secondes. Ce que j'ai découvert pendant ces 47 secondes et ce qui s'est passé à la réunion de famille qui a suivi a tout changé de ce que je pensais savoir sur ma famille, ma sœur et moi-même. Avant de vous dire ce qui s'est passé ensuite, si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, veuillez prendre un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si cette histoire résonne vraiment avec vous. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est là-bas. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. L'été 1989 était censé être excitant. J'avais 15 ans, Victoria en avait 18, et notre maison bourdonnait des préparatifs pour son départ à l'université. Mes parents ont organisé une fête, pas n'importe quelle fête, une célébration d'adieu avec 40 invités, un traiteur et une bannière qui disait « Félicitations, Victoria, futur chef d'entreprise ». J'ai passé cette soirée à porter des plateaux d'amuse-gueule, à remplir les verres, à débarrasser les assiettes. Ma mère m'avait tendu un tablier ce matin-là et m'avait dit « Rends-toi utile, ma chérie. C'est le grand jour de ta sœur. » Je ne me suis pas assise à la table principale. J'ai mangé debout dans la cuisine entre 2 allers-retours dans la salle à manger. Mon père a fait un discours, sa voix cassée par la fierté alors qu'il annonçait qu'il donnait à Victoria 40 000 € pour ses 4 années à l'université. Les invités ont applaudi. Victoria a pleuré de joie. Ma mère rayonnait. Personne ne m'a regardé. Plus tard dans la nuit, après le départ des invités et que j'ai fini de faire la vaisselle, j'ai trouvé mon père dans son bureau. « Papa, et mon fonds d'études ?» Il n'a pas levé les yeux de ses papiers. « On verra, Tori. Tout le monde n'est pas fait pour l'université. Toi, tu es plus pratique. » 3 ans plus tard, quand j'ai voulu m'inscrire à l'école d'infirmière, j'en ai reparlé. « Nous avons déjà dépensé ton fonds d'études pour ta sœur, » a dit ma mère doucement, me tapotant la main. Mais l'école d'infirmière est moins chère de toute façon. Tu t'en sortiras. Je m'en suis sorti. J'ai travaillé 2 emplois pendant 3 ans, serveuse la nuit, archiviste dans un cabinet médical le jour, pour payer mes propres études d'infirmière. Victoria a obtenu son diplôme sans dette avec un diplôme en commerce et une voiture que nos parents lui ont acheté comme cadeau de fin d'études. Je ne savais pas alors que ces mots, « nous avons déjà dépensé ton fonds d'études », n'étaient que le début d'un schéma qui durerait 3 décennies. Le mariage a eu lieu en juin 1998. Victoria a épousé Robert Ashford, un jeune avocat avec une poignée de main ferme et un sourire confiant. Elle l'appelait son ticket pour la vie qu'elle méritait. Mes parents ont dépensé 85 000 € pour ce mariage. Je le sais parce que ma mère l'a mentionné au moins une douzaine de fois, toujours avec fierté, jamais avec hésitation. Une fille ne se marie qu'une fois, disait-elle. Nous voulons que ce soit parfait. J'étais demoiselle d'honneur. J'ai payé 400 € pour une robe que je ne porterai plus jamais. Quand j'ai demandé si les dépenses du cortège nuptial pourraient être couvertes, Victoria a ri. Tori, ce n'est pas tant que ça. Mets-le juste sur une carte de crédit. 3 ans plus tard, Marcus m'a demandé en mariage. Il était électricien. Un travail stable, des mains calleuses, des yeux gentils. Mes parents nous ont donné 2 000 €. Tu comprends, a dit mon père, faisant glisser le chèque sur la table. Marcus semble être un homme pratique. Il n'aura pas besoin d'un grand mariage. Pratique.
Encore ce mot. Ma mère n'est pas venue à l'essayage de ma robe. Elle était occupée ce jour-là à aider Victoria à emménager dans sa nouvelle maison, celle pour laquelle mes parents avaient versé un acompte de 50 000 €. C'est un investissement dans son avenir, a expliqué mon père quand j'ai demandé pourquoi Victoria avait besoin d'aide pour acheter une maison alors que Robert était avocat. Il commence juste. Cette maison était à 3 pâtés de maison de l'appartement d'une chambre que Marcus et moi louions. À mon petit mariage, 60 invités, cérémonie dans le jardin, repas partagés, j'ai regardé mon père danser avec Victoria pendant que ma mère s'inquiétait de savoir si les chaussures de Victoria étaient confortables. Je me suis dit que ce n'était pas grave. Je me suis dit que je n'avais pas besoin de leur argent. Mais ce dont j'avais vraiment besoin, ce dont j'avais désespérément besoin, c'était qu'ils me voient. Je ne comprendrais à quel point ils étaient aveugles que 23 ans plus tard, lors de l'appel téléphonique. Le téléphone a sonné à 2h17 du matin un mardi. Je connais l'heure exacte parce que j'ai fixé l'écran pendant 3 secondes complètes avant de répondre. Le nom de mon père brillait dans l'obscurité. Il ne m'avait pas appelé depuis 6 mois. Papa. Le son qui est sorti du haut-parleur m'a arrêté le cœur. Mon père pleurait. Pas seulement pleurer, sangloter, halter. Le genre de son brut et brisé que je n'avais jamais entendu de sa part en 52 ans de vie. Tori, c'est ta mère. Elle est tombée dans la salle de bain. J'ai entendu le fracas, sa voix s'est brisée. Je ne peux pas la soulever. Je ne sais pas quoi faire. Il y a du sang. J'étais déjà hors du lit, en train de m'habiller. Papa, écoute-moi. Appelle le 112 tout de suite. J'arrive. L'hôpital était à 20 minutes de chez moi. J'y suis arrivé en 12. Quand je suis arrivé, ma mère était déjà en chirurgie. Une hanche cassée, une mauvaise, le genre qui change tout pour quelqu'un de son âge. Mon père était affalé sur une chaise en plastique, l'air plus petit que je ne l'avais jamais vu. Monsieur Young. Un médecin s'est approché de nous. Docteur Morrison, selon son badge. L'opération de votre femme prendra plusieurs heures, mais je dois discuter de quelque chose avec vous. Il l'a expliqué soigneusement. Ma mère aurait besoin d'une rééducation intensive, 3 mois minimum, et mon père, il a fait une pause, jetant un coup d'œil à ses notes, avait montré des signes inquiétants lors de l'évaluation à l'admission. Confusion, désorientation, des indicateurs précoces de déclin cognitif. Ils ne peuvent pas continuer à vivre de manière autonome, a dit le docteur Morrison. Vous devrez prendre des dispositions pour des soins à plein temps. Mon père m'a regardé avec des yeux désespérés. J'avais passé 15 ans comme infirmière en gériatrie. Je savais exactement ce que signifiaient des soins à plein temps. Je connaissais les établissements, les coûts, l'érosion lente des économies qui accompagnent le vieillissement. Ce que je ne savais pas encore, c'était que ma famille s'attendait à ce que je gère tout cela. L'après-midi suivant, j'ai trouvé mon père assis à côté du lit d'hôpital de ma mère. Elle était encore groggy de l'opération, entrant et sortant du sommeil. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Tori, il m'a fait signe de m'asseoir. Nous devons parler de la suite. Je me suis assise. J'ai attendu. Ta mère et moi, nous allons avoir besoin d'aide. Une vraie aide. Il s'est frotté le visage des 2 mains. Quelqu'un pour être là, pour gérer les médicaments, pour s'assurer que nous sommes en sécurité. Je comprends, papa. Tu es infirmière. C'est ce que tu fais. Il m'a regardé avec quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. La famille est de la famille, Tori. Les mots sont restés en suspens entre nous. As-tu appelé Victoria? Silence. 1 seconde. 5 secondes. 10, 47 secondes. J'ai compté. Ta sœur est occupée, a-t-il finalement dit. Elle a ses propres problèmes. Quel problème? Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a changé de position sur sa chaise et a dit quelque chose qui a coupé plus profondément que n'importe quel silence. Tu as toujours été la plus fiable, Tori. Celle qui ne se plaint pas Victoria, il a fait une pause. Elle est plus fragile. Elle ne gérerait pas bien ça. Fragile. La femme qui avait exigé un mariage à 85 000 € était fragile. La femme qui avait reçu un acompte pour une maison était fragile. Mais moi, j'étais fiable. J'ai pensé aux 2 emplois que j'avais eus pendant mes études d'infirmière, à la robe de demoiselle d'honneur à 400 €,
aux décennies passées à regarder de l'extérieur. Papa, que me demandes-tu de faire exactement? Il l'a énuméré sans hésitation, coordonner leurs soins, gérer leurs médicaments, prendre les décisions médicales, rendre visite régulièrement, être disponible. Et Victoria, elle aidera quand elle pourra. En 30 ans, c'était la première fois que mon père m'appelait fiable. Cela ressemblait moins à un compliment qu'à un aveu, une admission qu'ils avaient toujours su sur qui ils pouvaient compter. Ils n'avaient juste jamais pensé que cela valait la peine d'investir en moi. Cette nuit-là, je me suis assise à ma table de cuisine avec Marcus. La maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et du poids de tout ce qui n'avait pas été dit. « Qu'a dit Victoria ?» a demandé Marcus. Papa ne l'a pas appelé. Marcus a posé sa tasse de café. Il n'avait pas l'air surpris. Bien sûr que non. J'ai sorti un bloc-notes et j'ai commencé à écrire des chiffres. C'est ce que je fais quand je suis dépassé. Réduire le chaos à des calculs. Des soins à plein temps signifiaient quitter mon emploi ou réduire considérablement mes heures. C'était 65 000 € par an en moins. Les soins à domicile professionnel coûtaient de 8 000 à 12 000 € par mois. Les maisons de retraite n'étaient pas beaucoup mieux. Leurs économies, a demandé Marcus. Peut-être assez pour 18 mois, 2 ans si on fait attention. Et si Victoria n'aide pas? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Marcus a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Ses paumes étaient rugueuses après des années de travail électrique, mais sa poignée était douce. Tu as dit oui à des gens qui ne te voient jamais, a-t-il dit doucement. Peut-être qu'il est temps de leur demander pourquoi. J'ai pensé à tous les « oui » que j'avais donnés en 30 ans. Oui pour travailler pendant mes études d'infirmière seule. Oui pour un petit mariage parce que nous étions pratiques. Oui pour être négligé à chaque fête, chaque étape importante, chaque réunion de famille où Victoria était sous les projecteurs. Et si je dis encore oui, ai-je chuchoté. Et si je fais simplement ce qu'ils attendent? Alors rien ne change. Marcus a serré ma main. Tu disparaîtras un peu plus chaque jour et ils ne le remarqueront même jamais. Il ne m'a pas dit quoi faire. Il ne l'a jamais fait. Il a juste tenu ma main et a dit, quoi que tu décides, je suis là. Mais tu mérites d'être plus que leur plan de secours. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 30 ans. J'ai appelé Victoria moi-même. Elle a répondu au 6e appel. Sa voix était pâteuse de sommeil, même s'il était 9 h du matin. Allô? Victoria. C'est Tori. Une pause, un bâillement. Quelle heure est-il? 9 h. Maman est tombée. Elle est à l'hôpital. Quoi? Soudain, elle avait l'air plus alerte. Quand est-ce que c'est arrivé? Il y a 2 jours. 2 jours? Pourquoi personne ne m'a appelé? Papa a dit que tu étais occupé. Un silence s'est étiré entre nous. J'ai entendu un bruissement. Des draps. Peut-être une porte qui se ferme. Je suis occupé, Tori. J'ai des choses à faire. Maman a besoin d'être opérée. Elle s'est cassé la hanche. Papa montre des signes de déclin cognitif. Ils ont besoin de soins à plein temps maintenant. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? La question m'a frappé comme de l'eau glacée. Aider. Partager la responsabilité. Elle a soupiré, longuement et lourdement. Tu sais que je ne suis pas bonne à ça. À quoi? M'occuper de nos parents. Les choses médicales, l'organisation. C'est ton monde, Tori. Ça n'a pas à être seulement mon monde. Écoute. Sa voix s'est durcie. Tu es l'infirmière. C'est littéralement ton travail. Tu sais comment t'occuper des personnes âgées. Les personnes âgées sont nos parents. Victoria, ils ont aussi besoin d'argent. Les établissements de soins coûtent des milliers d'euros par mois. Je n'ai pas d'argent en ce moment. Tu as la maison. Celle que maman et papa t'ont achetée. Silence de mort. Victoria, je n'ai plus cette maison. Qu'est-ce que tu veux dire? Je l'ai vendue il y a 3 ans, après le divorce. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. La maison pour laquelle mes parents avaient sacrifié 50 000 €, partie. Et l'argent de la vente? Ça ne te regarde pas, en 15 ans d'infirmière, personne n'avait jamais rendu ma profession si insignifiante.
Mais ce n'était pas le rejet qui faisait le plus mal. C'était la certitude absolue dans sa voix que c'était mon problème à résoudre. Victoria, j'ai besoin que tu m'expliques ça. T'expliquer quoi? Mes finances? Si tu ne peux pas contribuer, j'ai besoin de comprendre pourquoi. Un autre long soupir. J'ai entendu quelque chose en arrière-plan. Une voix d'homme, étouffée. Elle a couvert le téléphone, a parlé à quelqu'un, puis est revenue. D'accord. Tu veux la vérité? Je suis en train de couler. D'accord. Couler comment? Carte de crédit, frais de subsistance. Robert m'a plumé au divorce. J'ai dû vendre la maison juste pour survivre. Combien de dettes? Elle a ri, amère, sec. 89 000 euros. Je me suis assise brutalement. 89 000 euros. Ne me juge pas, Tori. Je ne juge pas. J'essaie de comprendre. Non, tu fais ce que tu as toujours fait, me regarder de haut depuis ta petite vie parfaite. Me regarder de haut. Les mots n'avaient aucun sens. J'avais passé 30 ans à admirer Victoria, là, l'enfant en or, la fille qui valait la peine d'investir. Ma petite vie parfaite. J'ai gardé ma voix stable. J'ai travaillé 2 emplois pour payer mes études d'infirmière. Mais tu n'as pas eu à être à la hauteur de quoi que ce soit. Parce qu'il n'attendait jamais rien de moi. Exactement. Elle avait l'air presque triomphante. Pas d'attente, pas de déception. Tu as pu être simplement toi. Moi, je devais être tout. Victoria, notre mère est dans un lit d'hôpital en ce moment. Et tu t'en occuperas. Tu le fais toujours. Ce n'est pas juste. Juste? Elle a de nouveau ri, mais cette fois, ça s'est brisé sur les bords. Depuis quand quelque chose dans cette famille a-t-il été juste? Pendant un instant, j'ai entendu quelque chose sous sa défense. Quelque chose qui ressemblait presque à de la douleur. Mais avant que je puisse répondre, elle a coupé. J'essaierai de passer quand je pourrai, mais ne t'attends pas à ce que je revienne m'installer ou que je fasse des chèques que je ne peux pas couvrir. La ligne est devenue silencieuse. J'ai fixé mon téléphone. La regarder de haut. Les mots résonnaient et j'ai réalisé que Victoria n'était pas celle qui avait réussi. Elle était celle qui avait appris à échouer sans conséquence. Je l'ai rappelé. Elle n'a pas répondu la première fois, ni la deuxième. À la 3e tentative, elle a décroché avec un grognement épuisé. Quoi encore, Tori? Nous n'avions pas fini. Je pense que si. Non, tu as dit que je te regardais de haut. J'ai besoin de comprendre ça. Je n'ai pas le temps pour une thérapie avec ma petite sœur. Victoria, pendant 30 ans, tu as tout eu. L'argent, l'attention, la maison, la voiture, le mariage. Et d'une manière ou d'une autre, tu t'es convaincu que j'avais eu la vie plus facile. C'est vrai. Sa voix était plate. Certaine. Tu as épousé Marcus. Un travail simple, une vie simple. Personne qui te regarde, personne qui s'attend à ce que tu sois extraordinaire. Je m'attendais à être extraordinaire. Je n'avais juste pas besoin d'un public. C'est facile à dire quand. Point quand je paie ma propre hypothèque? Quand j'ai des économies pour la retraite? Quand je n'ai pas 89 000 euros de dette? Silence. C'était cruel, Tori. C'était la vérité. Plus de silence. Je pouvais entendre sa respiration, saccadée, inégale. Tu veux que je dise que je suis désolé? A-t-elle finalement demandé. Pour avoir pris ce qu'ils offraient? Pour être la fille qu'ils voulaient donner? Je veux que tu te montres, pour une fois dans ta vie. Je veux que tu prennes tes responsabilités. Je ne peux pas réparer ça. Je ne te demande pas de le réparer. Je te demande d'aider. C'est la même chose. Non, ça ne l'est pas, elle est restée silencieuse un long moment. Quand elle a de nouveau parlé, sa voix était plus petite, presque jeune. Je ne sais pas comment être ce que tout le monde a besoin, Tori. Alors apprends. Nous avons tous dû le faire. L'appel s'est terminé. Cette fois, c'est moi qui ai raccroché. Je me suis assise dans ma cuisine, le téléphone à la main, et j'ai pris une décision. J'aiderai mes parents, mais pas de la manière qu'ils attendaient. Ce que Victoria ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait encore,
c'est que sa situation financière n'était pas la seule vérité sur le point de devenir publique. Le lendemain matin, je suis allé chez mes parents pour prendre quelques affaires pour l'hôpital, des vêtements pour mon père, les lunettes de lecture de ma mère, ses papiers d'assurance. Leur maison sentait la poussière et le vieux café. La vaisselle traînait dans l'évier. Le courrier s'entassait près de la porte. Sans les routines quotidiennes de ma mère, l'endroit avait commencé à se dégrader. J'ai trouvé les documents d'assurance dans le bureau de mon père, classés dans un classeur métallique cabossé qu'il avait depuis mon enfance. Mais en fouillant dans les dossiers, mes doigts ont touché quelque chose d'inattendu. Un cahier, couverture en cuir usé, l'écriture de ma mère sur la première page, archives familiales. Je n'aurais pas dû l'ouvrir. C'était comme une intrusion. Mais quelque chose m'a poussé à tourner la première page. Des dates, des noms, des montants en euros. Ma mère tenait des registres méticuleux depuis 1985. Victoria, frais de scolarité, 40 000 euros. Victoria, voiture de fin d'études, 12 000 euros. Victoria, mariage, 85 000 euros. Victoria, acompte pour la maison, 50 000 euros. La liste continuait, page après page. Cadeaux d'anniversaire, prêts d'urgence jamais remboursés, des vacances en Europe, une nouvelle garde-robe pour un entretien d'embauche, des soins dentaires, des paiements de cartes de crédit. J'ai tourné à ma section. Tori, cadeau de mariage, 2000 euros. Tori, baby shower, 300 euros. Tori, appareil de cuisine, Noël 1998, 400 euros. 4 pages pour Victoria, une demi-page pour moi. J'ai fait le calcul dans ma tête, puis je l'ai vérifié. Les chiffres ne pouvaient pas être justes, mais ils l'étaient. La dernière entrée datait de 3 mois, de l'écriture tremblante de ma mère. Victoria a appelé. A besoin de 15 000 euros. Urgence. Harold dit plus jamais. Je ne sais pas quoi faire. 15 000 euros de plus, après tout. J'ai photographié chaque page avec mon téléphone. Mes mains tremblaient, mais mon esprit était clair. Ma mère avait suivi chaque centime pendant 40 ans. Elle savait exactement ce qu'ils avaient donné et à qui. La seule question était de savoir si elle s'était jamais permis de voir ce que ces chiffres signifiaient vraiment. J'ai continué à chercher. Derrière le dossier d'assurance, j'ai trouvé leur relevé financier, leur relevé bancaire, leur compte d'investissement, l'architecture de la retraite de mes parents. Ce que j'ai découvert m'a noué l'estomac. Leur compte d'épargne contenait 127 000 euros. Cela semblait beaucoup jusqu'à ce que je calcule le coût réel des soins à plein temps. J'ai sorti d'autres papiers. Des relevés de retrait remontant à 10 ans. Tous les quelques mois, une autre somme disparaissait. 5 000 ici, 10 000 là, 20 000 en un seul coup dévastateur. Le schéma était clair. Au cours de la dernière décennie, mes parents avaient retiré plus de 200 000 euros. Presque tout était allé à Victoria. De l'argent pour le divorce, de l'argent pour repartir à zéro, de l'argent qui était maintenant enfoui sous 89 000 euros de dettes de carte de crédit. Leur assurance vie était minime. Leur assurance dépendance était inexistante. L'assurance maladie couvrirait les séjours à l'hôpital, mais pas les maisons de retraite, pas les soins à domicile. J'ai appelé Diane Reeves, une collègue qui gérait un établissement de soins pour personnes atteintes de troubles de la mémoire en ville. Elle travaillait en gériatrie depuis encore plus longtemps que moi. Leurs finances, a-t-elle demandé après que j'ai expliqué. Peut-être 130 000 euros au total. Elle est restée silencieuse un moment. Avec leur niveau de besoin, cela leur donne peut-être 18 mois dans un établissement décent. 2 ans si vous tirez dessus. Après ça, vous devrez faire des demandes d'aide sociale, des réductions de patrimoine. Ça devient compliqué. Et la contribution familiale? Ça aide. Mais Tori, elle a fait une pause. L'hôpital va vouloir une réunion de famille avant la sortie. C'est la norme dans des cas comme celui-ci. Une réunion de famille où tous leurs finances, leurs plans, leurs attentes devraient être exposées devant tout le monde. Tori, la voix de Diane s'est adoucie. Ça va devenir moche. Assure-toi de te protéger. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis je me suis assise dans le bureau poussiéreux de mes parents, entouré de 40 ans d'amour inégal écrit de la main soignée de ma mère, et j'ai commencé à planifier. Cette nuit-là, j'ai tout étalé sur notre table de cuisine. Relevé bancaire, le cahier, mon téléphone rempli de photographies.
Marcus a tout regardé sans parler. « Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ?» a-t-il finalement demandé. « Je ne sais pas encore, mais je n'irai plus à l'aveugle. » Tori, il a pris une des photos. La page de Victoria, celle avec le total courant. C'est 342 000 € sur 40 ans. Il l'a reposée. Et toi? 7 400 €. Aucun de nous n'a parlé. Les chiffres disaient tout. J'ai passé l'heure suivante à scanner les pages les plus importantes, créant des sauvegardes numériques. Puis j'ai appelé Thomas Bradley, un avocat spécialisé dans le droit des personnes âgées que Marcus connaissait d'un chantier il y a des années. Les réunions de famille dans les hôpitaux sont la norme, a expliqué Thomas. Elles sont destinées à clarifier les responsabilités avant la sortie. Rien de ce que vous y dites n'est juridiquement contraignant. Peuvent-ils forcer Victoria à contribuer? Légalement, non. Les enfants adultes ne sont pas obligés de payer les soins de leurs parents, sauf s'ils ont signé quelque chose. Mais socialement, moralement, il a fait une pause. C'est une autre histoire. Que voulez-vous dire? Les hôpitaux documentent ces réunions. Les assistants sociaux prennent des notes. Si un membre de la famille fait des promesses et ne les tient pas, cela est consigné. Cela peut affecter la façon dont les établissements voient la famille, comment les plans de paiement sont structurés. Donc, ça compte. Ça compte beaucoup. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. La réunion de famille était prévue pour jeudi, dans 4 jours. J'avais un autre appel à passer. Le téléphone de Victoria a sonné 5 fois avant de basculer sur la messagerie vocale. J'ai laissé un message, gardant ma voix égale. Victoria, il y a une réunion de famille à l'hôpital jeudi, à 10 h. Tu dois être là, même si c'est par appel vidéo. J'ai fait une pause. Ne me fais pas expliquer pourquoi. Je ne prévoyais pas de vengeance. Je ne prévoyais pas de confrontation. Je prévoyais de la clarté. Après 30 ans, je voulais juste que tout le monde voie la vérité. Maintenant, avant de vous dire ce qui s'est passé à cette réunion de famille, je suis curieuse de quelque chose. Si vous étiez à ma place, auriez-vous partagé ce que vous avez trouvé dans ce cahier ou l'auriez-vous gardé pour vous? Tapez, partagez, ou, silence, dans les commentaires. Je veux vraiment savoir. Et si vous êtes toujours avec moi, veuillez donner un petit coup de pouce à cette vidéo. Cela aide plus de gens à trouver ces histoires. D'accord, retour à ce qui s'est passé ensuite. Jeudi matin, 10 h. La salle de conférence familiale de l'hôpital. L'espace était agressivement neutre. Mur beige, lumière fluorescente, une longue table rectangulaire avec des chaises inconfortables, un grand écran de télévision monté sur un mur pour les appels vidéo, le genre de pièce où des décisions difficiles sont prises sous un éclairage cru. Marcus était assis à côté de moi, sa main posée près de la mienne sur la table. Il avait pris sa journée de congé sans que je le demande. Mon père est arrivé en poussant ma mère dans un fauteuil roulant. Elle avait l'air plus petite que dans mon souvenir, fragile dans sa blouse d'hôpital, mais ses yeux étaient alertes, plus alertes qu'ils ne l'avaient été depuis des jours. Le docteur Morrison est entré avec un dossier épais de papier. Derrière lui se trouvait Rachel Smith, l'assistante sociale de l'hôpital, une femme posée dans la quarantaine avec des yeux gentils et un presse-papier. Nous n'attendons plus qu'une personne, a dit Rachel en jetant un coup d'œil à l'écran. Le téléviseur s'est allumé. Victoria est apparue, parfaitement maquillée, assise dans ce qui ressemblait à un salon élégant. Mur de couleur crème, fleurs fraîches sur une table d'appoint. Son nouveau mari, Brandon, planait en arrière-plan. « Est-ce que tout le monde m'entend ?» a demandé Victoria en ajustant l'angle de sa caméra. « Fort et clair », a confirmé Rachel. 2 autres visages ont rejoint l'appel. Ma tante Linda, la sœur cadette de mon père, et ma tante Margaret, du côté de ma mère. Toutes deux avaient la soixantaine et regardaient depuis leurs maisons respectives à travers le pays. « Merci à tous d'être ici », a commencé Rachel. Le but de cette réunion est d'élaborer un plan de sortie pour M et Madame Young. Le docteur Morrison a passé en revue les faits médicaux. L'opération de la hanche de ma mère, le calendrier de rééducation, l'évaluation cognitive de mon père. Ils ne peuvent plus vivre de manière autonome, a-t-il conclu. Ils auront besoin d'un soutien quotidien constant. À l'écran, Victoria a vérifié son téléphone 2 fois. Rachel s'est tournée vers la salle. Nous devons décider en famille qui sera responsable de quoi, financièrement et pratiquement. L'atmosphère dans la pièce a changé.
J'ai senti la main de Marcus effleurer la mienne. Ça commençait. Rachel a regardé autour de la pièce, puis l'écran. Commençons par entendre tout le monde. Quelles ressources et quel soutien chaque membre de la famille peut-il apporter? Victoria a sauté sur l'occasion avant que quiconque puisse parler. Je veux être très transparente ici. Elle s'est penchée vers sa caméra, l'expression sérieuse. Brandon et moi traversons une période financière difficile. Nous nous sommes mariés il y a 6 mois et nous nous reconstruisons encore après mon divorce. Tante Linda a hoché la tête avec sympathie de son côté de l'appel vidéo. Nous comprenons, ma chérie. Ces choses prennent du temps. Ça a été si difficile, a poursuivi Victoria. Recommencer à mon âge. J'aimerais pouvoir faire plus, mais... Rachel s'est tournée vers moi. Et vous, Madame Young? Avant que je puisse répondre, Victoria a de nouveau coupé. Oh, Tori peut s'en occuper. Elle l'a dit comme si c'était évident, comme si cela avait déjà été décidé. C'est une infirmière. Elle est habituée à ce genre de choses. J'ai senti mon père hocher la tête à côté de moi. C'est vrai. Tori a de l'expérience avec. De plus, a ajouté Victoria, elle n'a pas les mêmes pressions que moi. Son style de vie est plus gérable. Les yeux de ma mère ont vacillé vers moi, puis se sont détournés. Tante Margaret s'est raclé la gorge. Ça a du sens quand on y pense. Tori a les compétences. Exactement, a dit Victoria. Je veux dire, j'aiderai. Vraiment, mais vous savez comment je suis. Elle a eu un rire autodérisoire. Je ne ferai probablement qu'empirer les choses. Tori a toujours été si douée pour les tâches ingrates. Les tâches ingrates. 30 ans d'invisibilité, réduit à 4 mots. J'ai regardé ma mère. Ses mains étaient jointes sur ses genoux. Elle ne voulait pas croiser mon regard. Elle n'allait pas me défendre. Elle ne l'avait jamais fait. Le genou de Marcus a pressé le mien sous la table. Une question silencieuse. Es-tu prête? J'ai pris une profonde inspiration. Avant de décider qui donne quoi à l'avenir, ai-je dit, pouvons-nous parler de ce qui a déjà été donné? La pièce est devenue silencieuse. Le sourire de Victoria a vacillé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, ai-je dit, en gardant ma voix égale, que papa a été très généreux avec toi au fil des ans, Victoria. L'acompte pour la maison, la voiture, le mariage, les urgences. Mon père a bougé sur sa chaise. Ce n'est pas pertinent pour cette discussion. C'est absolument pertinent. Vous me demandez de prendre en charge la majorité des soins. Victoria dit qu'elle ne peut pas se permettre d'aider, mais personne n'a parlé de la raison pour laquelle elle ne peut pas se le permettre. À l'écran, l'expression de Victoria s'est durcie. Tu parles sérieusement d'argent maintenant? Maman vient d'être opérée. Je ne parle pas d'argent. Je parle d'équité. Équité? Elle a ri, mais c'est sorti cassant. Tu veux parler d'équité? C'est moi qui ai dû faire face à toutes leurs attentes, à la pression. Toi, tu as pu vivre dans l'ombre. Dans l'ombre? J'ai laissé la phrase en suspens. C'est comme ça que tu appelles travailler 2 emplois pendant mes études d'infirmière? C'est comme ça que tu appelles payer ma propre voix pour tout? Tante Linda avait l'air mal à l'aise. Peut-être devrions-nous. Non. Je me suis tourné pour faire face directement à l'écran vidéo. Victoria, où est la maison? Celle pour laquelle maman et papa ont versé un acompte de 50 000 €. Silence. Tu l'as vendue, ai-je dit. Il y a 3 ans. Ça ne te regarde pas, sa voix montait. C'est devenu mes affaires quand tu as dit que tu ne pouvais pas aider. Rachel Smith a regardé entre moi et l'écran, puis mes parents. Je pense qu'il est important que tout le monde comprenne la situation dans son ensemble. Les mains de ma mère se sont crispées sur ses genoux. Mon père fixait la table. Et à l'écran, quelque chose a vacillé sur le visage de Victoria. Pas de la culpabilité, pas de la honte. De la peur. J'ai cherché dans mon sac. Il y a quelque chose que je pense que tout le monde devrait voir. J'ai sorti un dossier et je l'ai posé sur la table. J'ai trouvé ça à la maison, ai-je dit. Quand je cherchais les papiers d'assurance de maman. La tête de ma mère s'est relevée. Pour la première fois depuis le début de la réunion, elle m'a regardé directement. C'est l'écriture de maman.
J'ai ouvert le dossier pour révéler des pages photocopiées. Elle a tenu des registres de chaque don financier à ses enfants depuis 1985. J'ai passé une copie à Rachel Smith. Ses sourcils se sont levés alors qu'elle parcourait les pages. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a demandé Victoria depuis l'écran. « Qu'est-ce que tu leur montres ?» J'ai commencé à lire à voix haute. Ma voix était stable. Je m'étais entraîné. Victoria, frais de scolarité 40 000 €, voiture de fin d'études 12 000 €, mariage 85 000 €, acompte pour la maison 50 000 €. Entre 1989 et l'année dernière, divers prêts d'urgence totalisant 155 000 €. Les chiffres ont rempli la pièce comme des pierres tombant dans l'eau. Au total, ai-je dit, sur 40 ans, Victoria a reçu environ 342 000 €. Tante Margaret a haleté doucement à l'écran. La main de tante Linda a couvert sa bouche. « Et qu'est-ce que ça dit pour vous ?» a demandé doucement Rachel. Je me suis tourné vers ma section. Une demi-page. 7 400 € au total. Victoria secouait la tête. Ce sont des mensonges. Maman ne ferait jamais. J'ai écrit ça, Victoria. Toutes les têtes se sont tournées vers ma mère. Sa voix était mince, tremblante, mais claire. J'ai tout écrit. Chaque centime, chaque date. Elle a regardé la caméra où le visage de Victoria était devenu pâle. C'est tout vrai. Mon père fixait les papiers comme s'il les voyait pour la première fois. Peut-être que c'était le cas. Peut-être qu'il avait laissé ma mère s'occuper des détails pendant qu'il se convainquait que tout était juste. La honte sur son visage m'a dit qu'il ne pouvait plus se cacher des chiffres. Personne ne le pouvait. C'est insensé. La voix de Victoria est devenue plus aiguë. Tu as tenu un registre. Comme si nous étions des comptes à équilibrer. Ma mère a tressailli mais n'a pas détourné le regard de l'écran. Cet argent était pour les urgences, a poursuivi Victoria. Pour les opportunités. Tu n'en as jamais eu besoin, Tori. Tu as toujours été bien toute seule. J'étais bien parce que je devais l'être. Tu as choisi cette vie. L'ai-je choisie? J'ai gardé ma voix basse, contrôlée. Où a-t-elle été choisie pour moi? Rachel Smith prenait des notes, son stylo se déplaçant régulièrement sur son presse-papier. Restons concentrés sur « a-t-elle commencé ?» Non. Victoria l'a coupé. Je veux savoir ce que Tori pense prouver. Quelle est la martyre, la sainte qui a souffert en silence? Je ne prouve rien. Je montre la vérité. La vérité, c'est que j'avais plus de potentiel. J'avais plus d'opportunités. C'est pourquoi ils ont investi en moi. Et comment ces investissements ont-ils porté leurs fruits, Victoria? Elle s'est immobilisée. Tu as vendu la maison, ai-je dit. Celle qu'ils t'ont achetée. Tu l'as perdue. Je n'ai rien perdu. J'ai pris une décision financière. Tu as pris une décision qui t'a laissé avec 89 000 € de dette de carte de crédit. Brandon a bougé inconfortablement derrière Victoria. Tante Linda a détourné le regard. Tu n'as aucun droit, a commencé Victoria. J'ai tous les droits. Tu dis à cette famille que tu ne peux pas contribuer aux soins de nos parents. J'explique pourquoi. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. 342 000 € et tu ne peux pas épargner 200 € par mois. Les yeux de Victoria brillaient. Pendant un instant, elle a eu l'air jeune, perdue. Tu essaies de m'humilier? Non. J'ai secoué la tête lentement. J'essaie de dire la vérité. Pour la première fois en 30 ans, je dis juste la vérité. La pièce était silencieuse. Ma mère pleurait doucement. Et mon père. Mon père ne pouvait regarder personne. Rachel Smith a posé son stylo. Je pense que nous devons faire une pause et reconnaître ce que nous avons entendu ici. Il y a clairement une histoire importante qui affecte cette conversation. J'ai hoché la tête. Je n'essaie pas de punir qui que ce soit. J'essaie d'être juste. Juste, a marmonné Victoria à l'écran. Oui, juste. Je me suis tourné pour faire face à toute la pièce. Laissez-moi vous dire ce que j'ai. Je l'ai énuméré simplement. Pas de fierté, juste des faits. Marcus et moi possédons notre maison. Nous avons remboursé l'hypothèque l'année dernière. Nous avons des économies pour la retraite que nous avons constituées sur 25 ans.
J'ai 15 ans d'expérience en gériatrie. Je connais le système. Je connais les établissements. Je sais ce dont maman et papa ont réellement besoin. J'ai fait une pause. Je peux aider. J'ai les compétences, les ressources et, honnêtement, le cœur pour aider. Mais je ne le ferai plus en tant que plan de secours invisible. Tante Margaret a pris la parole, la voix épaisse d'émotion. Tori, nous n'avions aucune idée que les choses étaient si inégales. Personne n'a demandé. Les mots n'étaient pas accusateurs. Ils étaient simplement vrais. Mon père s'est raclé la gorge. Quand il a parlé, sa voix était rauque, brisée. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux. Victoria a toujours semblé avoir besoin de plus. Elle avait besoin de plus parce que vous lui avez appris qu'elle méritait plus. Je l'ai regardée, vraiment regardée. Et vous m'avez appris à attendre moins. Alors, j'ai appris à tout construire moi-même. Ma mère a tendu la main et a serré celle de mon père. Ses lèvres tremblaient. Je suis désolé, a-t-elle chuchoté. Je pensais que Victoria en avait plus besoin. Je pensais que tu serais toujours bien. Je n'ai pas toujours été bien, maman. Ma voix s'est brisée pour la première fois. J'ai juste appris à ne pas demander. Le silence qui a suivi ressemblait à quelque chose qui se brisait. Et dans cette rupture, quelque chose a changé. Je vous aime tous les deux, ai-je dit doucement. Mais l'amour ne signifie pas que je dois m'effacer. Rachel Smith s'est penchée en avant, sa voix professionnellement calme. Je pense qu'il est clair qu'il y a beaucoup d'histoires ici, mais mon travail est de m'assurer que M et Madame Young ont un plan de sortie sûr. Elle a sorti une feuille imprimée, une liste d'options. Laissez-moi vous présenter ce que nous envisageons. Option 1, la famille fournit des soins directs. Cela signifie que quelqu'un est présent 24h24 et 7h7 pour gérer les médicaments, les repas, la mobilité. Elle a regardé autour de la pièce. Personne ne s'est porté volontaire. Option 2, maison de retraite. Avec leurs besoins, vous envisagez 6 000 à 10 000 euros par mois. Mon père a inspiré brusquement. Option 3, soins à domicile avec des infirmières professionnelles, 4 000 à 8 000 euros par mois, selon les heures. Et leurs économies? A demandé Rachel en me regardant. Environ 130 000 euros. Donc, les options 2 ou 3 seraient durables pendant environ 12 à 18 mois. Après cela, une demande d'aide sociale devrait commencer. C'est un processus. Victoria a pris la parole, sa voix plus petite maintenant. Et la maison dans laquelle ils vivent maintenant? Pourrait-elle être vendue? Mon père avait l'air d'avoir été giflé. Tu veux que nous vendions notre maison? Je demande juste les options. Cette maison est leur sécurité, ai-je dit. Leur maison de 45 ans. L'endroit où ils nous ont élevés. Je sais ce que c'est, Tori. Alors tu sais que ce n'est pas un distributeur automatique. La mâchoire de Victoria s'est crispée. Ce n'est pas ce que je voulais dire. N'est-ce pas? J'ai gardé ma voix égale. La différence entre nous, Victoria, c'est ça. J'essaie de trouver comment les aider à garder ce qu'ils ont. Toi, tu calcules déjà ce qu'il reste à prendre. Brandon a mis sa main sur l'épaule de Victoria. Elle l'a repoussé. C'est injuste, a-t-elle dit. Tu me fais passer pour la méchante. Je ne te fais passer pour rien. Je te demande de te montrer. À l'écran, Victoria a ouvert la bouche pour répondre. Et puis elle a dit quelque chose qui a tout changé. D'accord, je dois m'arrêter ici parce que ce que Victoria a dit ensuite, je n'arrive toujours pas à croire qu'elle l'ait dit devant tout le monde. Avant de continuer, j'ai une question. Qui, selon vous, devrait être responsable des soins aux parents vieillissants? L'enfant qui a tout reçu ou l'enfant qui était autonome? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux vraiment connaître votre point de vue. Maintenant, voici ce qu'elle a dit. Tu sais quoi? La voix de Victoria tremblait maintenant. Très bien. Tu veux jouer à ce jeu, Tori? Jouons. Elle s'est penchée vers sa caméra, le visage rouge. Maman. Papa. Saviez-vous que Tori n'est pas venue à Thanksgiving l'année dernière, ni à Noël? Elle s'éloigne de cette famille depuis des années. Elle appelle à peine, rend à peine visite. Mon père a froncé les sourcils. Ma mère avait l'air confuse. Ce n'est pas, ai-je commencé.
Laisse-moi finir. Victoria a levé la main vers la caméra. Elle fait comme si elle était la fille dévouée. Mais où était-elle pour les fêtes? Où était-elle quand j'accueillais, cuisinais, rendais tout parfait? J'ai attendu qu'elle ait fini. Puis j'ai parlé calmement. Je ne suis pas venu parce que je n'étais pas invité. C'est ridicule. Tu as organisé les 2 fêtes chez toi. Je n'ai jamais reçu d'invitation. J'ai supposé que je n'étais pas la bienvenue. Victoria a bégayé. Bien sûr que tu étais la bienvenue. Tu as juste. En fait, a interrompu tante Margaret, le visage troublé à l'écran. Je me souviens avoir demandé des nouvelles de Tori à Thanksgiving. Victoria, tu as dit qu'elle faisait ses propres trucs cette année-là. La couleur a quitté le visage de Victoria. C'est. Tu te souviens mal. Non, je ne me souviens pas mal. La voix de tante Margaret était ferme. J'ai demandé spécifiquement. J'ai trouvé étrange que Tori ne soit pas là. Ma mère s'est tournée pour regarder Victoria à l'écran. Tu m'as dit que Tori était occupée. Tu as dit qu'elle devait travailler. Elle l'était probablement. Je ne travaillais pas, j'ai gardé ma voix stable. J'étais à la maison, attendant un appel qui n'est jamais venu. La pièce était silencieuse. Même Rachel avait arrêté d'écrire. Victoria avait essayé de me faire passer pour la fille absente. Au lieu de cela, elle avait révélé qu'elle était celle qui m'avait tenu à l'écart. Je n'avais pas besoin de l'accuser. Elle s'était accusée elle-même. La voix de Victoria a vacillé. Ce n'est pas comme ça que je m'en souviens. C'est comme ça que je m'en souviens, a dit doucement tante Margaret. C'est comme ça que je m'en souviens aussi. Je me suis levé, pas de manière dramatique, juste pour m'étirer le dos, pour sentir mes propres pieds sur le sol. Voici ce que je suis prête à faire. Tout le monde regardait. Victoria à l'écran, mes parents, Rachel avec son presse-papier, Marcus à côté de moi, solide et silencieux. J'aiderai à coordonner les soins de maman et papa. J'ai l'expertise. Je connais le système. Je peux le faire. Rachel a hoché la tête, prenant une note. 2. Marcus et moi contribuerons 1500 € par mois à leurs frais de soins. Mon père a levé les yeux brusquement. C'était de l'argent réel. De l'argent que j'offrais librement. 3. Je rendrai visite 2 fois par semaine. Je gérerai leurs médicaments et je serai le point de contact pour les décisions médicales. J'ai laissé cela s'installer. Mais, le mot est resté en suspens. Je ne quitterai pas mon emploi. Je ne les installerai pas chez moi. Et je ne prétendrai pas que c'est juste si je suis la seule à contribuer. J'ai regardé directement l'écran. Victoria, cela signifie que tu dois trouver un moyen d'aider. Même si c'est 200 € par mois, même si c'est une visite 2 fois par an, tu dois te montrer. Je ne peux pas, tu as dépensé 89 000 € sur des cartes de crédit. Tu peux trouver 200 € par mois. Ce n'est pas juste. Rien de tout cela ne l'était. Mais nous en sommes là. Rachel Smith a pris la parole. Ce sont des points de départ raisonnables pour un plan de soins. Victoria, pouvez-vous vous engager à un certain niveau de contribution financière? Le silence s'est étiré. Brandon a chuchoté quelque chose à Victoria. Elle a secoué la tête, puis a soupiré lourdement. Je verrai ce que je peux faire. Je ne demande pas l'égalité, ai-je dit. Je demande quelque chose, n'importe quoi, parce que rien n'est plus acceptable. Victoria n'a pas répondu, mais elle n'a pas non plus argumenté. Pour la première fois en 30 ans, elle n'avait rien à dire. Mon père a craqué le premier. Nous ne savions pas, sa voix était à peine audible. Nous ne savions pas que c'était si inégal. Je l'ai regardé, cet homme qui avait passé toute ma vie à ne pas me voir. Si, tu le savais, papa. Maman a tout noté. Les épaules de ma mère tremblaient. Des larmes coulaient sur ses joues, creusant des sillons dans sa poudre. Je suis désolé. Les mots sont sortis étouffés. Je pensais que Victoria en avait plus besoin. Elle était toujours en difficulté, toujours en train de demander. Et tu étais si stable, Tori. Si capable. Alors tu lui as tout donné et tu m'as laissé construire ma propre vie seule. Je pensais que tu étais plus forte. J'ai dû être plus forte. Vous ne m'avez pas donné le choix.
Le silence qui a suivi était insupportable. Mon père fixait ses mains. Ma mère pleurait. À l'écran, Victoria s'était tue, non pas par stratégie, mais par quelque chose qui ressemblait presque à un choc. Alors c'est ça, a finalement dit Victoria, sa voix petite. Je suis la méchante maintenant, la mauvaise fille. J'ai secoué la tête lentement. Tu n'es pas une méchante, Victoria. Tu es ma sœur. Mais tu as passé 30 ans à être protégée des conséquences. Voilà à quoi ressemblent les conséquences. Tante Linda a pris la parole doucement. Victoria, peut-être. Peut-être que Tori a raison. Je n'ai pas besoin que tu la défendes. La voix de Brandon est passée. Calme, ferme. Victoria, nous devrions en parler plus tard à la maison. Victoria a détourné le regard de la caméra, la mâchoire serrée. Ma mère a tendu la main et a pris la mienne. Ses doigts étaient froids, fragiles comme des os d'oiseau. Pardonne-moi, Tori. S'il te plaît. Je l'ai regardée, cette femme qui avait compté chaque euro pendant 40 ans, mais qui n'avait jamais compté ce que cela m'avait coûté. Je t'aime, maman. Ma voix s'est brisée. J'avais juste besoin que tu me voies. Finalement, elle a serré ma main et a hoché la tête. Je te vois, a-t-elle chuchoté. Je te vois maintenant. L'appel vidéo s'est terminé brusquement. Le visage de Victoria a disparu de l'écran sans un au revoir. La pièce semblait plus vide après, vidée de tout ce qui avait été dit. Rachel Smith a rassemblé ses papiers, le calme professionnel intact. Je vous enverrai à tous un résumé de ce que nous avons discuté aujourd'hui, les contributions convenues, le plan de soins provisoire, les prochaines étapes. Elle s'est arrêtée à la porte. Les réunions de famille sont rarement faciles, mais les honnêtes ont tendance à donner de meilleurs résultats. Elle m'a regardé. Vous avez bien géré cela, Madame Young. J'ai hoché la tête. Je n'avais pas l'impression d'avoir géré quoi que ce soit. Je me sentais à vif. Le docteur Morrison a serré la main de mon père et est parti. Les boîtes Zoom avec mes tantes se sont éteintes une par une. Tante Margaret avec un petit signe de la main. Tante Linda avec les larmes aux yeux. Puis il ne restait plus que nous. Mes parents, Marcus et moi. Mon père était assis, immobile. Il n'avait pas parlé depuis sa tentative d'excuse. Harold. La voix de ma mère était douce. Dis quelque chose. Il m'a regardé. Ses yeux étaient rouges. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire pour le moment, papa. Marcus m'a aidé à rassembler nos affaires. Alors que nous nous dirigions vers la porte, mon téléphone a vibré. Un texto de tante Linda. Je n'avais aucune idée que les choses étaient si graves. Ton père et moi devons parler. Je suis fier de toi, Tori. Puis un autre de tante Margaret. Victoria est contrariée, mais elle avait besoin d'entendre ça. Nous tous. En 30 ans, personne dans ma famille élargie n'avait jamais dit qu'ils étaient fiers de moi. Marcus a mis son bras autour de mes épaules alors que nous marchions vers la voiture. Tu n'as pas perdu ton sang-froid une seule fois, a-t-il dit. Je n'en avais pas besoin. Je me suis appuyé contre lui, épuisé. La vérité était assez froide. Mais même en le disant, je savais que ce n'était pas fini. Les vraies conséquences ne faisaient que commencer. Une semaine après la réunion, les pièces ont commencé à se mettre en place. Ma mère a été transférée dans un centre de rééducation, à 20 minutes de chez moi. Sa hanche guérissait. Les kinésithérapeutes étaient prudemment optimistes. Mon père est resté temporairement chez tante Linda. Sa maison avait une chambre d'amis au rez-de-chaussée et elle a insisté. Harold a besoin de temps pour réfléchir, m'a-t-elle dit au téléphone, et honnêtement, moi aussi. J'ai passé des heures à coordonner avec Diane, à rechercher des établissements, à comparer les coûts. Nous avons trouvé une résidence pour personnes âgées qui pouvaient accueillir mes deux parents, à terme, un endroit avec un soutien pour les troubles de la mémoire au cas où le déclin cognitif de mon père progresserait. Le coût, 7 200 € par mois. J'avais déjà engagé 1 500 €. Les économies de mes parents pouvaient couvrir 4 500 €. Il restait 1 200 €. Jeudi, mon père m'a appelé. J'ai parlé à ta sœur. Elle enverra de l'argent chaque mois. 1 200 €. Il a fait une pause. Elle ne voulait pas parler longtemps, mais elle a accepté.
1200 euros. Pas beaucoup compte tenu de tout, mais 1200 de plus que ce que j'avais prévu. Et les visites? Elle a dit qu'elle essaierait. Essayer. Ce n'était pas une promesse. Ce n'était pas des excuses. Mais c'était quelque chose. Papa, je me suis préparé. J'ai besoin de savoir quelque chose. N'as-tu vraiment pas vu à quel point les choses étaient inégales? Silence au bout du fil. Puis, je me suis dit que c'était différent. Victoria avait des opportunités, toi, tu avais. Il s'est arrêté, a recommencé. Je ne te voyais pas, Tori. Toutes ces années, je ne me suis pas permis de te voir. Pourquoi pas? Parce que si je te voyais, je devrais voir ce que j'avais fait, et je n'étais pas prêt. Es-tu prêt maintenant? Sa voix s'est brisée. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. 4 mots. 30 ans de retard, mais c'était les premiers vrais qu'il m'ait jamais donnés. 2 semaines après la réunion à l'hôpital, mon téléphone a vibré avec une notification inattendue. Victoria. J'ai fixé son nom sur mon écran pendant un long moment avant d'ouvrir le message. J'envoie le premier paiement aujourd'hui. Brandon m'a aidé à mettre en place un plan pour gérer ma dette. Je vais essayer. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai appelé Marcus dans la cuisine. Qu'est-ce que tu en penses? Je lui ai montré l'écran. Il l'a lu, le visage neutre. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux la croire. Alors dis-le lui. J'ai tapé lentement, supprimant et réécrivant 2 fois avant de trouver quelque chose de vrai. Merci, Victoria. Ça signifie beaucoup. Je sais que ce n'est pas facile. Sa réponse est venue rapidement. Ça ne l'est pas. Mais tu avais raison. Je ne peux pas continuer à fuir les choses. J'ai attendu. Les 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Je ne sais pas comment être différente, mais j'essaie. Pas d'excuses. Pas encore. Peut-être jamais. Mais une reconnaissance, une vraie reconnaissance, c'était plus que ce que j'avais eu en des décennies. J'ai tapé, peut-être pourrons-nous rendre visite à maman ensemble le mois prochain. La pause avant sa réponse a duré assez longtemps pour que je pense qu'elle ne répondrait pas, peut-être. Laisse-moi régler quelques trucs d'abord. Ce n'était pas une réconciliation. Ce n'était pas un pardon. C'était 2 sœurs qui essayaient de trouver un nouveau langage après 30 ans à en parler des différends. Marcus a regardé par-dessus mon épaule l'échange. Des progrès, peut-être. Ou peut-être qu'elle en a juste marre de se battre. Ça pourrait être les deux. J'ai posé mon téléphone. Par la fenêtre de la cuisine, le soleil se couchait. Orange et rose se fondant dans le violet. Victoria ne changerait peut-être jamais vraiment. Elle ne s'excuserait peut-être jamais. Mais elle s'était montrée, financièrement du moins. Et pour l'instant, c'était plus que ce que j'avais eu en 30 ans. C'était un début. C'en était un. Donc, un mois après la réunion à l'hôpital, j'ai rendu visite à ma mère seule. Elle avait été transférée à la résidence pour personnes âgées, une chambre calme avec une fenêtre donnant sur un jardin. Sa hanche guérissait bien. Certains jours, son esprit était vif. D'autres, elle dérivait. Aujourd'hui était un jour vif. Je l'ai trouvée assise près de la fenêtre, regardant les oiseaux à une mangeoire dehors. Quand je suis entré, elle s'est tournée et a souri. Tori, assieds-toi avec moi. J'ai approché une chaise et j'ai pris sa main. Pendant un moment, nous n'avons pas parlé. Le silence n'était pas gênant, juste plein de tout ce que nous avions dit et de tout ce que nous n'avions pas dit. Ton père m'a de nouveau montré le cahier, a-t-elle finalement dit. Tous mes chiffres. Je sais, maman. J'ai toujours su qu'ils étaient inégaux. Je savais ce que j'écrivais. Elle m'a regardé, les yeux plus clairs que je ne les avais vus depuis des semaines. Je ne me suis juste pas permis de voir ce qu'ils signifiaient. Pourquoi pas? Elle est restée silencieuse un moment, rassemblant ses pensées. Victoria était comme le feu, brillante et exigeante, et toujours affamée. J'avais peur que si je ne la nourrissais pas, elle s'éteigne, disparaisse. Elle a serré ma main. Et toi, tu étais comme l'eau, stable, patiente. Je pensais que tu serais toujours bien. Je n'ai pas toujours été bien, maman. Je le sais maintenant. Sa voix a baissé. Je le sais. Alors pourquoi n'as-tu jamais
Parce que c'était plus facile de croire que tu n'avais pas besoin de moi. Parce que si tu avais eu besoin de moi, cela aurait signifié que je t'avais fait défaut. Des larmes se sont accumulées dans ses yeux. Et je t'avais fait défaut. Je ne pouvais juste pas l'admettre. Je n'ai pas dit que ce n'était pas grave. Ça ne l'était pas. Mais je me suis penché et je lui ai embrassé le front. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi. Elle a tenu mon visage entre ses mains fines. Pardonne-moi. S'il te plaît. J'essaie, ai-je dit honnêtement. J'essaie vraiment. C'était tout ce que je pouvais lui donner. Pour l'instant, c'était assez. 6 mois ont passé. La vie n'est pas devenue parfaite. Elle est devenue gérable. Et parfois, c'est assez. Mes parents se sont installés dans la résidence pour personnes âgées, partageant une suite de 2 chambres. La hanche de ma mère a complètement guéri. Le déclin cognitif de mon père a progressé lentement. Il avait de bons et de mauvais jours, mais surtout de bons. Ils avaient des infirmières, des activités, des gens de leur âge avec qui parler. Victoria a envoyé de l'argent chaque mois. Pas une seule fois elle n'a manqué un paiement. Elle a rendu visite 2 fois au cours de ces 6 mois. Des visites courtes, gênantes et prudentes, mais elle est venue. Elle s'est assise avec nos parents. Elle a posé des questions sur leur santé. Elle ne s'est pas excusée auprès de moi. J'ai cessé de l'attendre. Notre relation n'était pas chaleureuse. Nous ne nous appelions pas juste pour discuter. Mais quand nous parlions, c'était civil, parfois même gentil. Nous apprenions à redevenir sœurs, d'une manière limitée. Mon père a demandé à me parler un après-midi. Nous nous sommes assis dans le jardin de l'établissement, regardant les nuages se déplacer dans un ciel bleu. J'ai réfléchi, a-t-il dit lentement, à ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait. J'ai pensé que subvenir aux besoins de Victoria était un investissement dans l'avenir de la famille. Elle avait le diplôme, les ambitions. Je pensais qu'elle ferait quelque chose d'elle-même et qu'elle s'occuperait de nous tous. Il a secoué la tête. J'investissais tout dans une seule action et je ne laissais rien à l'autre. Métaphore intéressante, papa. Il a presque souri. L'idée de ta mère. Elle est plus vive qu'elle ne le laisse paraître. Nous sommes restés silencieux un moment. Tu t'es avéré être le meilleur investissement, a-t-il dit doucement. J'étais juste trop aveugle pour le voir. Ce n'étaient pas des excuses parfaites, mais c'était honnête. Et de la part de mon père, l'honnêteté était assez rare pour ressembler à de la grâce. Merci, papa. Il a hoché la tête. Nous avons regardé les nuages. Certaines choses ne peuvent pas être réparées, mais certaines choses peuvent encore grandir. Fin de l'été, une soirée chaude. Marcus et moi étions assis sur notre porche arrière, regardant les lucioles clignoter dans la cour. La maison était silencieuse. Notre fille avait appelé plus tôt. Elle allait bien, s'épanouissant dans son travail à l'autre bout du pays. Marcus avait fait griller des steaks. J'avais fait la recette de salade de pommes de terre de ma mère. Tu es différente, tu sais, a dit Marcus après un moment. Bonne différente ou mauvaise différente? Plus légère. Il a tendu la main et a pris la mienne. Comme si tu avais enfin posé quelque chose de lourd. J'y ai pensé. Pendant 30 ans, j'avais porté une question. Pourquoi ne suis-je pas assez? Je ne la posais plus. Non pas parce que j'avais trouvé une réponse, mais parce que la question avait cessé d'avoir de l'importance. Je pense que j'ai finalement arrêté d'essayer de prouver quoi que ce soit, ai-je dit. Il était temps. J'ai ri, un vrai rire, surpris. Nous sommes restés assis dans un silence confortable. Les lucioles dérivaient. Les étoiles apparaissaient une par une. Marcus, merci de ne m'avoir jamais fait sentir que je devais te prouver quoi que ce soit. Il a serré ma main. Tu n'as jamais eu à le faire. J'ai toujours su qui tu étais. Même quand je ne le savais pas? Surtout à ce moment-là. J'ai posé ma tête sur son épaule. Cet homme qui m'avait aimé tranquillement pendant 25 ans, qui ne m'avait jamais demandé d'être plus petite, qui avait tenu ma main lors des réunions à l'hôpital, des révélations familiales et de tout ce qui a suivi. Il m'a appris quelque chose que mes parents ne m'ont jamais appris, qu'être aimé ne devrait pas ressembler à une audition. Je suis reconnaissante, ai-je dit. Pour ça, pour nous. Moi aussi. Nous n'avions pas besoin d'en dire plus. Les lucioles le disaient pour nous.
De petites lumières dans l'obscurité, stables et persistantes. Comme l'eau, avait dit ma mère. Stable, patiente. Peut-être que ce n'était pas si mal d'être comme ça après tout. En y repensant maintenant, je peux voir ce que j'ai appris. Il a fallu 30 ans de silence et une réunion à l'hôpital pour comprendre ces vérités. Établir des limites n'est pas un rejet. C'est de l'autopréservation. J'ai passé des décennies à dire oui à des gens qui ne demandaient jamais ce dont j'avais besoin. Apprendre à dire « pas comme ça » n'était pas de la cruauté. C'était de la clarté. La vérité peut blesser sur le moment, mais le silence blesse toute une vie. J'aurais pu garder ce cahier pour moi. J'aurais pu avaler mes mots à la réunion de famille comme je les avais avalés pendant des années. Mais chaque fois que je restais silencieuse, je perdais un morceau de moi-même. Parler était terrifiant. C'était aussi le seul moyen de se libérer. On a besoin des excuses de personne pour commencer à guérir. Victoria ne s'est pas excusée. Elle ne s'excusera peut-être jamais. Pendant longtemps, j'ai pensé que j'avais besoin de ces mots pour avancer. Mais j'avais tort. Ces excuses concernent sa conscience. Ma guérison concerne ma vie. Elles n'ont pas à être liées. J'ai de nouvelles règles maintenant, de nouvelles limites. Elles ne sont pas compliquées. J'aiderai ma famille, mais je ne me sacrifierai pas. Je dirai la vérité même quand c'est inconfortable. Je n'accepterai pas d'être invisible juste pour me sentir accepté. Victoria ne changera peut-être jamais vraiment. Mes parents ne vivront peut-être pas assez longtemps pour réparer tout ce qui a été brisé. Mais j'ai changé. Je me vois clairement maintenant. Je connais ma valeur, non pas parce que quelqu'un l'a finalement reconnue, mais parce que j'ai cessé d'attendre la permission de la revendiquer.